Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de retrouver dans ce magazine d'actualité sur Canal King Télévision, la rétrospective de différents événements qui ont marqué la semaine. Sur Canal King Télévision, nous recevons le président de l'Unité de Valeurs, monsieur Michel Okongolomena. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle également que vous êtes un ancien de l'UDPS. Exact. Voilà, on débute cette édition avec la primature pour dire que le Premier ministre avait réceptionné le lundi de cette semaine la liste confectionnée de la coalition FCC Cash en vue de la formation du futur gouvernement. Les animateurs de ces plateformes ont mis sûrement sur les critériums qui ont été définis par le chef de l'État. Jean-Pierre Njodi dans ce reportage. Sauté et le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba est en possession de toutes les propositions de deux familles politiques en coalition. Son remue-ménage devra se terminer dans moins de 24 heures avant le toilettage final du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme convenu, il est question aujourd'hui de recevoir les propositions des deux plateformes politiques aux différents postes ministériels pour la formation du gouvernement de coalition. Je dois dire que l'exercice n'est pas facile. C'est un exercice où il faut veiller à ce que les différents critères qui ont été retenus soient réalisés et aussi et surtout l'aspect le plus difficile, comme toujours dans notre pays, c'est la gestion des ambitions. Ilunga Ilunkamba, recevant les listes du FCC et du CASH, est convaincu du respect du critérium et des profils recommandés. Nous sommes sur la bonne voie pour que, dans les prochains jours, le gouvernement de coalition prenne forme. Donc nous allons passer, la séance consiste, comme je l'ai dit, à la réception effective des listes pour l'élaboration de la première mouture à soumettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Notons tout de même qu'après examen de chaque liste, le Premier ministre a retourné cette liste pour des raisons qu'il a évoquées. Il a épinglé un aspect important, que le travail était purement inachevé. Quelques personnalités de Palu suspendues par le secrétaire général de cette formation politique, M. Lugui Gizenga. Il s'agit de Lokondo, Moutiri et Lumumba pour entrave à la bonne marche de cette formation politique. Le nœud du problème se situe sur leur démarche auprès du Premier ministre dans l'optique de bloquer la liste de ministrables pour leur compte. Suivant. Gizenga Luigi, président du Palu et allié, acquise ces trois personnalités à Simon Descharges au sein du Conseil national et bureau exécutif du regroupement d'avoir notamment demandé au coordonnateur du Front commun pour le Congo FCC de ne pas considérer la liste de ministrables transmise par le président du groupement en prélude de la formation du futur gouvernement, car lui reprochant de n'avoir repris que le membre du Palu et aucun de ses alliés. Pour lui, réclamer ce qui revient de droit à autrui est un synonyme de la boulimie. Ainsi, le regroupement a-t-il décidé de suspendre Thomas Lokondo, Elvis Moutiri et Ansette Lumumba à durée indéterminée avec privation de droit d'éligibilité aux avantages revenant au groupement. Cette décision intervient après que le député Henri Thomas Lokondo a accusé mardi dernier le Palu de gourmandise pour lui n'avoir pas transmis le nom de ses alliés pour faire partie du gouvernement. L'élite de Mbandaka a affirmé seule la liste de ministres. Il a qualifié cette situation d'injuste et de manque de solidarité au sein du groupement, signalant que le FCC et CASH ont signé le 29 juillet dernier l'accord de gouvernement consensuel après de longues négociations. Les deux plateformes politiques ont décidé aussi de mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre de la coalition. Ce gouvernement sera composé de 65 membres, dont 48 ministres et de 7 vice-ministres, 23 pour CASH et 42 pour le FCC, y compris les Palu. Le reste sera géré par le CASH. Président, je vous ai reçu comme étant analyste politique également. Vous êtes acteur politique. Je vous ai présenté aussi comme ancien de l'UDPS. Je ne dis pas que vous êtes aux commandes, puisque bon, vous avez créé votre propre parti. La tendance, elle est FCC ou elle est CASH? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Merci.
Je vais préciser une chose. J'ai été dans l'opposition pendant un peu plus de 3 décennies. Et nous avons lutté pour les changements, un changement positif pour notre pays. Mais depuis le 24 janvier de cette année, mon parti ainsi que moi-même, nous ne faisons plus partie de l'opposition. Nous estimons que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, d'ailleurs, qui a égalité, avec lesquels nous avons égalité ensemble, et il est ici de l'opposition, donc il n'y a aucune raison à ce que nous puissions demeurer dans l'opposition. Au contraire, nous voulons être derrière lui avec tous les Congolais afin de pousser son action. Mais encore une fois, nous voulons le voir à l'œuvre. Et puis, j'espère que tous les Congolais l'attendent de ce point-là. C'est comme si vous voulez déjà dire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que vous voulez travailler avec lui. Vous êtes en train déjà de chercher, il faut dire, un poste. Très clair, peut-être. J'ai ma façon de voir les choses. Ouais. J'ai lutté pour qu'il y ait un changement. Nous avons eu un premier changement parce que c'est pour la première fois où l'opposition accède au pouvoir de cette manière-là, de manière entre guillemets pacifique. Ouais. Et partant, je le dis toujours que moi, je suis à la disposition de la République. Nous avons des idées, on a de l'énergie, on a un réseau relationnel important dans les domaines politiques et scientifiques et également dans le monde des affaires, tout cela. Bref, tout cela, je le mets à la disposition de la République. Encore une fois, si aujourd'hui la République a besoin de moi, et je dirais oui. Michel Okongo, vous avez quitté l'UDPS, peut-être une question de curiosité, quelle en a été la raison finalement? Non, c'était pour des raisons évidentes, parce que, souvenez-vous, j'avais adhéré à l'UDPS par conviction politique. Après, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai eu à discuter avec mon président national d'alors, M. Tshisekedi Etienne Wamulumba. Parce que, figurez-vous, j'étais représentant de l'UDPS en Suisse, j'étais représentant intérimaire de l'UDPS en Italie. J'ai eu à remplir beaucoup de fonctions et à effectuer beaucoup de missions à travers le monde pour le compte de l'UDPS, mais surtout pour l'intérêt de notre pays. Alors, il y a eu des divergences, pas avec lui, mais avec certains d'entre nous. Donc, je ne voulais pas créer un UDPS plus ou un UDPS bis. J'ai discuté avec le président, on s'est séparés, je n'ai pas claqué la porte, on a gardé de bons contacts avec M. Tshisekedi Etienne. Et bien voilà un peu la parenthèse. Oui. Tout à fait. Alors, vous êtes président de l'unité de valeurs, c'est que vous prenez certaines valeurs. Alors, je me pose la question, peut-être je vous la pose. Le gouvernement traîne, la liste a été retournée. Quelle est alors votre perception des choses par rapport à cette tractation? Ça ressemble à une pièce de théâtre de mauvais goût. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'elle est tellement grave. Les Congolais attendent qu'il y ait véritablement un changement. Figurez-vous, monsieur le journaliste, ça fera bientôt 7 mois que les peuples congolais attendent ce gouvernement. Les chefs de l'État, lorsqu'on le voit dans l'œuvre, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, lorsqu'on le voit dans l'œuvre, on sent qu'il a besoin de ce gouvernement. Parce que le gouvernement doit l'épauler dans tout ce qu'il fait. Il a fait les 100 jours sans gouvernement. Il est tenté de poser beaucoup d'actions sans gouvernement. Mais aujourd'hui, au moment où il a besoin de ce gouvernement, donc il y a une sorte de ping-pong, vraiment de mauvais goût qui se passe. Est-ce qu'on ne profite pas un peu de ce qu'on a qualifié de laxisme du chef de l'État? Il laisse faire les choses et il fait traîner les choses. Est-ce que ce n'est pas quand même quelque part, il faut le dire, un bémol de sa part? Oui, revenons en arrière. Nous avons eu un mauvais départ. Maintenant, on essaie de colmater les brèches. Quand je dis qu'on a eu un mauvais départ, nous avons eu à faire un processus électoral biaisé. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais les choses étant ce qu'elles sont. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi est celui, le garant de la nation, et celui qui incarne ce que j'ai dit, les pouvoirs, il incarne ce pouvoir constitutionnel. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il a intérêt à faire traîner les choses. Tout ce qu'il veut, c'est
d'emballer tout le monde, d'embarquer tout le monde. Ça fait presque 8 mois déjà, alors que les Quinois ou les Congolais, voulais-je dire, sont en train de trimer. Et c'est comme si, quelque part, lui également, est conspirateur par rapport à cette situation. Ça m'étonnerait parce que, par rapport à ce qui filtre, parce qu'on a des éléments qui filtrent, parce qu'on n'associe pas le peuple suffisamment sur tout ce qui se passe, alors qu'il s'agit bien du peuple congolais. Mais au regard des éléments que nous avons par-ci par-là, j'aurais appris comme tout le monde qu'il y a des têtes qui ne plaisent pas aux Congolais, parce que lui, il est à l'écoute des Congolais. Donc, il y a une équipe qui n'a pas été à la hauteur, c'est l'ancien régime, dans la Kabylie, et que les Congolais avaient vomi, figurez-vous. Et ces mêmes Congolais n'aimeraient pas voir revenir ces gens-là au pouvoir, parce qu'ils vont venir achever ceux qui n'ont pas pu achever. Donc, la vente aux enchères de notre pays, c'est une façon de parler. Donc, moi, je pense que le chef de l'État s'accroche à cela. Il lui faut des hommes capables, qui ont une éthique, qui ont une probité morale. Et je crois que ça doit être autour de cela. Mais encore une fois, le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Le peuple congolais n'en a pas besoin. De son social, oui. Parce que les choses traînent et quand on traîne, on perd. Alors, je vous garde parce qu'il fallait qu'on parle également du critérium, n'est-ce pas, pour faire partie de ce gouvernement. Avec plaisir. Le temps pour nous de continuer cette édition pour dire que 40 autres véhicules de transport au bénéfice des usagers de la route dans la ville de Kinshasa, le ministre du Transport Azercio Ruberwa a tenu personnellement à procéder à la remise de ce matériel pour le peuple congolais et particulièrement les habitants de la ville de Kinshasa. Cela a été réceptionné par l'association des propriétaires des véhicules du Congo. Suivons plutôt plus de détails dans ce reportage. 40 bus Esprit de Vie ont été remis aux responsables de l'association des propriétaires des véhicules du Congo APEVCO et aux responsables du groupe des terrains économiques GIE. Ces 40 véhicules marque Hyundai pour le vice-premier ministre et ministre des Transports Azarias Ruberwa sont destinés pour les transports communs de la population au niveau de la ville-province de Kinshasa et c'est dans le but de résoudre l'équation des transports dans cette ville, la plus grande agglomération de la République démocratique du Congo. Ce faisant, l'un des bénéficiaires de ces véhicules Esprit de Vie, le président de la PEVCO, Moïse Kabeya, a remercié le gouvernement de la République au nom des Quinois. Nous venons de recevoir les clés de 40 bus que le gouvernement vient de compléter sur l'ensemble des charrois que nous avons reçus. D'abord, notre sentiment, c'est le sentiment de joie de voir que le gouvernement de la République est en train de multiplier des efforts pour résoudre efficacement les problèmes de transport des Quinoises et Quinois. Et nous ne manquerons pas, nous, de répercuter le message que nous avons reçu de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, auprès de nos membres respectifs, bénéficiaires de ces crédits, afin de gérer les bus acquis en bon père de famille et continuer à payer régulièrement les crédits pour permettre au gouvernement de placer d'autres commandes. Partagées entre deux structures, la nôtre qui est la PEVCO, l'association des propriétaires de véhicules affectés au transport en commun au Congo, a reçu 20 et l'autre structure sœur a reçu aussi 20. L'association des propriétaires des véhicules du Congo APEVCO a été dotée du premier lot de ces véhicules Esprit de Vie en 2014 et vient d'en bénéficier pour la deuxième fois 20 véhicules de la même marque ce mardi 13 août 2019. Un autre lot au profit de Transco, au total 42 pour renflouer cette entreprise de transport en commun. Le ministre du Transport a situé ce geste dans la réglementation du transport à Kinshasa. Des usagers de la route ont scandé chants et danses, signe de leur adhésion à ce geste posé par le gouvernement de la République. Suivant ce reportage. Doté par le gouvernement central de la République démocratique du Congo, la remise de ces charrois automobiles a été faite ce mardi 13 août à la place royale par le vice-premier ministre et ministre des Transports Azarias Ruberwa. En remettant les clés de contact de ces véhicules au directeur général des Transco, Blackson Bongi, Azarias Ruberwa a plaidé pour l'utilisation responsable de ces nouveaux véhicules, résultat de l'effort du gouvernement de la République démocratique du Congo qui se bat pour la mobilité de la population à travers la République. Le gouvernement s'occupe des problèmes de la population de façon globale.
le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, nous travaillons d'arrache-pied pour rencontrer les besoins primordiaux de la population. Dans le cas d'espèce, il s'agit du besoin de transport. Le gouvernement a fait venir un échantillon. Nous avons 8 bus ici interurbains. Une quarantaine vient, 42 exactement. Ce sera des bus à long trajet, donc pas sur Kinshasa, mais qui vont aller en province. Et ça va relier les villes Kinshasa, Matadi, Kinshasa, Bandundu, Kinshasa, Chikapa. Un autre lot va plutôt venir du côté de l'Est, essentiellement à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. La remise de ces véhicules aux responsables des Trasco a été accompagnée de la remise de 40 bus Esprit de Vie aux responsables de la PEVCO et du groupe d'intérêt économique. Voilà, Monsieur le Président, on vient de suivre avec vous le reportage sur le bus que le gouvernement venait d'octroyer, s'il faut le dire, aux organisations de transport. Alors, le transport à Kinshasa, finalement, un casse-tête. D'abord, c'est un geste à saluer. Oui. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le chef de l'État a besoin d'un gouvernement qui puisse l'accompagner. Parce que dans l'élément, j'ai vu en filigrane le ministre des Transports, qui est la perle, je dis bien la perle de la Kabylie. Donc, et puis je l'ai entendu dire que avec tout ça, ils veulent dans l'ensemble, c'est l'équipe, ils veulent résoudre de manière globale la situation des transports. Non, 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 c'est pas ça. Nous voulons une vraie politique en matière de transport, tout comme dans l'autre domaine. Qu'est-ce que ça veut dire une vraie politique en matière de transport? N'oubliez pas que nous sommes, en termes de ressources humaines dans ce continent, nous sommes le pays le plus peuplé d'Afrique après les Nigériens. Oui. Vous voyez, Kinshasa, c'est une grande agglomération de plus de 12 millions de personnes. Donc, nous ne voulons pas des annonces génériques. Il faut un travail de fond. Qu'est-ce qu'il attend par... Donc, vous qualifiez cette action des sporadiques? Non, ce sont des actions génériques. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi j'ai dit, il faut au chef de l'État un nouveau gouvernement qui puisse prendre les choses en main. Lorsque le ministre nous dit que, écoutez, nous voulons résoudre ces problèmes de manière globale, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait une suite. Alors, qu'est-ce que vous décriez? La qualité de véhicules? Le nombre de véhicules? Non, alors, qu'est-ce que vous décriez au fait, par rapport à ce geste que vient de poser le gouvernement? Ce sont des actions génériques et sensationnelles. Je veux qu'une politique en matière de transport soit bien définie, que ça soit clairement défini. On a eu, je sais moi, 40 bis, et puis qu'est-ce qui va se passer après? J'ai dit, le geste est à saluer. Mais cette perle de la Kabylie, je crois qu'il n'a pas sa place là. Pour l'instant, nous voulons un gouvernement qui puisse prendre en main la gestion du pays. C'est comme si vous avez quelque chose contre la Kabylie. Non mais écoutez, mais c'est clair. Posez la question. Vous êtes en train de distiller, de venin contre le régime de Kabila. Posez la question aux Congolais. Moi, je suis un porte-parole. Ouais. Lorsque je me suis engagé en politique, c'était pour défendre mon peuple et je l'ai fait. Mais Kabila n'est plus aux affaires. Hein? Non, mais écoutez, j'ai dit, moi, j'ai aperçu une perle de la Kabylie en train de dire qu'on va prendre les choses de façon globale. Et ça, ce n'est pas de façon globale. Voilà pourquoi, bon, il est intérimaire, je peux comprendre. Mais il faut être clair ou juste avec les mots. On ne mélange pas les pédales lorsqu'il s'agit de la vie de la nation. Il faut qu'on nous dise clairement ce qui se passe. Est-ce qu'on a 40 bis, je ne sais pas comment. Essayez un peu de trouver les coefficients. Alors, puisque nous parlons transport, aujourd'hui, la ville est inondée de barricades à la hauteur de plusieurs avenues, parce qu'il faut ériger ce qu'on a dit, le saute-mouton. En fait, vous êtes proche, enfin, je veux dire, vous êtes ouvert au cash. Alors, quelle est votre impression par rapport à cela? Moi, je ne vais pas critiquer pour critiquer. Mais il faut écouter ce que pense le peuple. C'est peut-être un projet... Parce que là, ce n'est pas la Kabylie qui a fomenté cela. Oui, je n'ai pas dit ça, mais figurez-vous, le chef de l'État n'a pas vraiment les mains libres parce qu'il n'a pas un gouvernement. Vous voyez, on lui a signé, j'ai dit, la situation lui a assigné.
les gens qui appartiennent au passé et qui sont avec lui, est-ce que, je me dis sincèrement, est-ce que c'est dans quel but? Moi, j'ai été aux Philippines, j'ai vu ce que vous appelez ici ce mouton, je ne sais pas, là-bas on appelle une rampe. C'est-à-dire vous permettez aux véhicules qui vont dans un même sens de circuler en parallèle, mais pour une distance de kilomètres. Bon, si on fait ce qu'on est en train de faire là, nous n'avons pas une maquette, du moins vers Django, mais on a vu vers... Oui, il y a une maquette sur voilà. 4. Mais après, et je ne veux pas critiquer. Oui. On va voir le bien fondé de tout cela lorsque ce sera fini. Qu'on tienne compte du temps, donc du délai, et puis aussi du projet. Nous allons voir ce projet. Alors, quelle est votre démarche au sein de votre parti pour essayer d'appuyer, s'il faut le dire, le régime qui doit, enfin, si je dis qu'il doit se mettre en place, parce qu'il est en train de se créer? Une très bonne question. Oui. Moi, je n'ai pas attendu que le gouvernement soit mis en place ou qu'on puisse arriver à ces stades de discussion pour proposer ce que je pouvais faire. Parce que nous menons des actions républicaines. Ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui peut concourir au bien-être de notre pays, nous le faisons sans pouvoir attendre qu'on le demande. Lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, j'avais mobilisé les opérateurs économiques. Parce que moi, j'ai vécu longtemps à l'extérieur. Mon centre d'intérêt que je suis en train de déplacer petit à petit, ça se situe à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai dit, j'ai vécu longtemps à l'extérieur, notamment en Suisse, et puis avec d'autres ramifications. Alors, j'ai positionné des opérateurs économiques qui devaient venir avec des conditions pas tout à fait comme les autres pour pouvoir nous aider à reconstruire le pays. Et ça, j'avais proposé au chef de l'État. Et puis, en fait, du jour au jour, nous posons des actions dans le sens d'aider notre population. Nous avons, par exemple, organisé plusieurs séances de sessions de séminaires de formation civique. Nous avons aussi ouvert plusieurs sites d'alphabet gratuitement. Nous avons également financé les micro-projets pour remettre les Congolais au travail et puis aussi pour combattre la misère. Donc, vous voyez, ce sont des actions que nous posons. Alors, Président, est-ce que vous avez également la chance de rencontrer le chef de l'État? Parce que vous êtes un ancien de l'UDP, sûrement que c'est un de vôtres. Mais vous savez, il y a certaines choses que je ne peux pas dire au plateau ici, que je puisse les raconter. Rencontrer le chef de l'État, c'est pas un secret. Mais je l'ai raconté avant qu'il ne soit président de la République. Tout à fait. Vous voyez? Donc, nous avons eu des relations de travail et puis il y a eu aussi un côté familial. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que vous avez tout à l'heure évoqué ce que vous avez fait comme activité. Est-ce que le chef de l'État est au courant de cela? Non, mais vous avez affaire à un homme d'État, je vous l'ai dit, on ne peut pas tout dire sur un plateau de télévision. Merci beaucoup, voilà. Je vous garde alors, parce que c'est avec vous que nous représentons cette édition, ce magazine, pour dire que la commission épiscopale pour les ressources naturelles, Seren Barsanko, a ouvert ce jeudi à 15 août un atelier de publication des rapports d'études dans le domaine minier, agricole et environnemental, ouvert par l'abbé, le secrétaire général de la Senco, M. l'abbé Cholet. Cet atelier suivait une piste de solution pour la suivi des provinces minières et agricoles. Laetitia Levaison sur reportage. Mines, agriculture, environnement pour une économie diversifiée en RDC sont là les secteurs prioritaires de l'atelier de publication des rapports d'études dans les domaines miniers, agricoles et environnementaux. Pendant 2 jours, soit du 15 au 16 août, les participants venus des différentes provinces vont réfléchir autour des 5 études de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, CERN-SENCO, qui s'articule sur l'artisanat minier et développement local, investissement en agriculture, environnement urbain et taxes. Dans le vif du débat, les structures de la société civile ont présenté chacune son étude, comme le cas du rapport de CERN-SENCO qui met l'accent sur la contribution du secteur minier au budget de la province de l'Uturi. Cette étude démontre que le gros des dividendes de l'exploitation artisanale échappe au contrôle de l'État qui n'en tire que de faibles recettes fiscales. La population attend beaucoup de ce projet. Donc, pour le moment, il faut réfléchir sur les faiblesses de gouvernance, de politisation et d'implication de la population. Peut-être que ça pourrait aider parce qu'il y a une infrastructure qui est présente sur le terrain. Tout ce qui est perçu, ça fait au-delà d'une vingtaine de perceptions qui sont tantôt illégales, tantôt perçues par des personnes qui ne sont pas attitrées. Donc nous avons eu l'impression qu'on peut collecter l'argent sur le terrain et résoudre les problèmes environnementaux qui se présentent, au lieu d'attendre que l'argent vienne d'ailleurs.
Cet atelier a été ouvert par l'abbé secrétaire général de la SENCO, Donatien Cholet. CERN SENCO est l'une des 12 commissions de la SENCO créée en 2007. Elle est l'organe technique d'études chargé de suivi de toutes questions inhérentes à l'exploitation des ressources naturelles. Tous ces projets ont été remis au secrétaire général aux mines. Un entrepreneur nigérian, président de UBA, Unit Bank of Africa, à la ressource des entrepreneurs jeunes congolais sur la compétition d'envergure en vue de booster l'économie de l'Afrique. Notons tout de même qu'il a été aussi reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Image commentaire. Une visite de remerciements et de promotion de l'entrepreneuriat en RDC, ce sont là les raisons de la présence de l'homme d'affaires nigérien, le chairman du groupe UBA et l'initiateur de la fondation portant son nom, Tony Elumelu. Tony Elumelu revient encore en RDC, cette fois-ci avec une mission bien précise, celle de booster les jeunes Congolais à l'entrepreneuriat. Ces plus grands défenseurs de l'entrepreneuriat en Afrique comptent que sur la jeunesse, seul levier approprié pour lutter contre la pauvreté dans ces continents, berceau de l'humanité. In addition to making investment, United Bank for Africa. C'est qu'en plus de ce que nous faisons avec les entrepreneurs, n'oubliez pas que UBA est une grande banque et ce que nous faisons également, c'est soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo. Nous avons récemment, par exemple, apporté un financement à Congo Airways, à la SNEL et à bien d'autres entreprises publiques. Et c'est ce que nous faisons aussi en tant que UBA, c'est que nous accompagnons au financement le développement économique de la République démocratique du Congo. 70 ans d'existence, UBA, cette banque jeune d'esprit et du personnel, a un nouveau directeur général, Patrick Kabissi. Il a été présenté à l'occasion à la presse par le patron de cette banque. Nous allons simplement aller vers le sentier harmonieux de la croissance. Nous allons étendre notre réseau. Nous sommes bien sûr une des banques qui est indiscutablement dans le top des banques digitales. Nous avons énormément de produits et de solutions digitales que les jeunes adorent. Hein. Et voici ce que nous allons faire. Qualité de service, esprit entrepreneurial, étendre notre réseau, aller vers le digital. Bien avant son mot à la presse, Tony Elumelu a rencontré les chefs de l'État, question de les remercier pour sa participation et son engagement au 5e Forum annuel d'entrepreneurs africains qui s'est tenu du 26 au 27 juillet au Nigeria et de présenter le nouveau staff dirigeant de l'UBA RDC. Chaque année, 1000 jeunes entrepreneurs africains bénéficient de la somme de $5 000 américains non remboursables de la fondation Tony Elumelu, comme fut le cas d'une centaine de jeunes entrepreneurs congolais bénéficiaires du financement de la fondation en mai dernier de l'année. Voilà, président, on vient de suivre avec vous ce reportage sur Tony Elumelu, entrepreneur nigérian qui vient à la rescousse de jeunes entrepreneurs congolais pendant que le Congolais s'entretue pour être admis au gouvernement. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce que je viens de dire? Je salue l'action. Oui. Je salue l'action. Et puis, je précise également que nous vivons dans un pays où nous n'avons pas de banques, où les Congolais ne disposent pas de banques privées. Vous verrez généralement, nous avons des banques étrangères qui pillent dans notre pays. Même au temps fort de la dictature, on avait quand même une banque, la banque de Kinshasa, qui appartenait à un ressortissant congolais zéro à l'époque, Lukolo. Donc c'est un exemple à suivre. C'est vrai, aujourd'hui, j'admets que nous vivons dans un monde multi ou polaire, où on peut accueillir n'importe qui, mais figurez-vous, nous sommes l'un des rares pays au monde, sinon l'unique pays au monde, où nous fabriquons des milliardaires étrangers. Je sais milliardaires en termes de dollars, mais nous n'avons aucun milliardaire ici, aucun homme d'affaires qui puisse aujourd'hui prétendre avoir ne serait-ce qu'1 milliard. Alors, qu'est-ce qui fait que les entrepreneurs congolais ne sont pas compétitifs, contrairement aux autres, aux étrangers qui viennent? C'est une histoire d'environnement politique qui bloque tout. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons un système, on a eu pendant des années un système qui a tout bloqué. Et dans ce climat-là, on ne peut pas avancer. Ajouter à cela l'insécurité. Vous voyez les Nandais, à l'Est, les Nandais, ce sont des gens qui disposent de qualités fabuleuses. Ils sont de grands commerçants du coin. Des grands commerçants, des grands opérateurs économiques.
puisqu'il y a insécurité là-bas, ces gens-là ne peuvent pas opérer tranquillement. C'est pourquoi j'ai préconisé, je le dirai à une autre occasion, j'ai préconisé à ce que la sécurité de la RDC soit prise en compte maintenant. On a tout tenté, on a tenté avec la guerre, on a tenté avec les dialogues, on a tenté avec des négociations, ça n'a pas marché. Je propose, d'ailleurs il y a une pétition qui est en cours, je propose qu'on puisse ériger un mur à l'est qui sépare nos frontières du Rwanda. Alors qu'on veut projeter ou jeter un pont sur le fleuve Congo pour relier les villes. Ça c'est une autre paire de manches. Ne marchons pas à reculons. Vous avez vu ce que l'Amérique, les États-Unis ont fait avec le Mexique. Les États-Unis ont estimé que leur sécurité était menacée pour une raison, pour une autre. Ils ont érigé un mur. Vous avez vu ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Mais écoutez, aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer à cause du Rwanda, à cause de ce que Paul Kagame fait. J'ai dit, il faut absolument qu'on puisse ériger un mur. Est-ce qu'il faut seulement ériger un mur ou alors appréhender le problème dans son fond? Parce que nous avons comme l'impression que quelque part, c'est parce qu'on ne veut pas creuser davantage. Non. Nous avons creusé. Au niveau des unités de valeur, nous avons creusé. Nous avons compris que parmi nous, il y a certains de nos compatriotes qui ont abandonné les camps de la patrie et ils sont allés rejoindre les camps de l'ennemi. Ils sont de mèche avec l'ennemi. Parce qu'ils sont des cupides, ils veulent l'argent facile, ils veulent des postes. Nous avons creusé, nous avons compris que sans la sécurité, on ne peut pas parler de développement. Il faut commencer par la sécurité. Or, la sécurité, nous avons dans nos frontières, nous faisons 9 pays tout autour de nous. Mais nous avons 2 pays. Mais nous avons un qui nous colle à la peau, c'est le Rwanda. Donc, en creusant, nous avons compris que tout ce qui s'est passé depuis 1994, aujourd'hui, c'est parti de 1994, en 2006, on a ouvert une brèche et puis nous connaissons la suite. Alors il faut commencer par ériger un mur. Les Congolais doivent ouvrir les yeux. On ne peut pas parler de développement sans sécurité. Il nous faut une sécurité. Et puis demain nous allons parler le reste. Voilà ce que je pense. Monsieur Michel, au Congo, puisqu'on parlait entrepreneuriat, vous avez sûrement au sein de votre parti sûrement de jeunes qui ont adhéré à votre idéal, à votre projet de société. Alors, que faites-vous particulièrement pour les jeunes au sein de votre parti? Nous formons. Nous formons parce que nous avons plein de projets. Unité de valeur, c'était en 2011, 2012. Nous avions élaboré un projet, le projet Kibirika, avec 400 hectares. Nous avons demandé, on voulait rapatrier les fonds, on voulait 2 millions d'euros. On a fait, puisque c'était ça l'écoute. Mais nous sommes butés un problème qui se passe au niveau de nos banques. Donc, vous faites venir des fonds, il faut défalquer 30%. C'est impossible. Donc, il fallait défalquer 600 millions. C'était impossible. Nous l'avons mis de côté. Mais n'empêche que le moment venu, lorsque le climat des affaires sera retrouvé, ces jeunes l'avons retrouvé du travail facilement. Et puis, une formation continue sur tous les domaines. Voilà ce que nous envisageons. Merci beaucoup. On continue avec cette édition pour dire qu'Amos Mbokosso, ministre provincial du transport, une fois de plus sur terrain, en vue de mobiliser la recette de la ville, à visiter les parkings dans les districts de Tchangou. Il faut tout de même dire que le constat a été déplorable. Suivons plutôt ce reportage. Cette descente sur le terrain du ministre provincial des Transports, voie des communications, budget, plan, emploi, fonction publique à Amos Mbokosso s'inscrit dans le cadre de se rendre compte de l'effectivité des mobilisations des recettes de la ville de Kinshasa dans le domaine des transports. À cet effet, le numéro 1 des transports de la ville de Kinshasa, Amos Mbokosso, est descendu personnellement dans les différents parkings des districts de Tchangou, notamment au parking Pemu à Kingasani Yasuka, où il a trouvé les désordres organisés de plusieurs services, la police, l'ANER, Demi-Appel, la JR, qui interfèrent dans les recettes de transport. Au parking Kambi, à Massina, quartier 3, et au parking Grekosa, à Kimbaseke, à l'arrêt quartier 3, même interférence des services. Au parking Massina, quartier D, sur l'axe BKTF,
et au marché de la liberté, rien ne marche. Le ministre provincial Amos Mbokoso a fait le constat suivant. Très faible mobilisation des recettes, l'argent des taxes de chargement et chargement n'arrive pas au trésor public. Face à ces constants, Amos Mbokoso a levé l'option des assignations aux agents de transport sur le terrain. Je suis en train d'identifier les sources de financement de la ville. Dans mon secteur, j'ai des parkings payants de passagers, j'ai le parking de biens, j'ai le parking, beaucoup de parkings dans la ville de Kinshasa. Et c'est une source de recettes pour la ville. Mais on ne voit pas cet argent, c'est comme ça que je pensais moi-même arriver sur le terrain, voir ce qui se passe. C'est malheureux dans ces pays, les choses que je suis en train d'apprendre ici, l'argent n'entre pas dans les caisses de l'État. Dans le marché de la liberté, par exemple, si on me fait le compte, on verse 30 000 francs congolais par semaine. Si vous faites 30 000 francs congolais divisé par 6 jours, par 7 jours, vous avez 4 000 francs congolais qu'on verse par jour. Alors que sur place, je vais devoir 11 véhicules. Si vous multipliez 11 véhicules par 5 $, c'est ce que réclame la loi, j'ai 55 $ au moins par jour. Donc c'est malheureux, mais je suis en train de faire un effort. Parce que dans la vision de l'actuel gouverneur, nous devons maximiser la recette. Amos Mbokoso, ministre provincial des Transports de la ville de Kinshasa, est déterminé à relever les défis dans la mobilisation des recettes de la ville dans le secteur des transports. Cas d'Ebola au sud Kivu, le gouverneur de cette province l'a officiellement annoncé 2 cas de contagion, dont un a causé la mort d'une mère dont l'enfant est également contaminé, mais pris en charge. Suivant. Chers compatriotes, une année après le début de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, je viens par la présente vous tenir informés. Et grâce à la vigilance de nos équipes de riposte, des cas d'importation positifs d'Ebola viennent d'être confirmés dans la nuit du 15 août au site Kivu, dans les territoires de Mwenga, collectivité de Lundi, dans l'aire de santé de Chowe, village Kilutu, village Kilungutwe, à plus de 100 km de Bukavu. Depuis hier, les équipes de la coordination nationale sont venues en appui pour contribuer efficacement à la lutte contre cette maladie. La victime est décédée. Il s'agit d'une femme. Et l'un de ses enfants, nourrisson, est déclaré positif, mais en vie et pris en charge en ce moment. À ce moment, tous les cas de contact sont en train d'être répertoriés pour le suivi journalier. Quand nous parlons de prise en charge, il s'agit de vaccination. Puisque nous sommes errés aujourd'hui, depuis quelques temps, le vaccin que nous avons et qui est appliqué et qui ratifie. Nous tenons à féliciter la réactivité de nos équipes d'intervention rapide qui ont pris des mesures nécessaires pour protéger les autres parties de la zone de santé. J'appelle la population d'ici Kivu, particulièrement celle de Bukavu, du territoire des Mwenga. Ouais, monsieur le président Michel Okongo, on vient de voir 2 reportages. Le premier porte sur les recettes, la mobilisation de recettes par le ministre provincial de transport, M. Amos Mbokoso. Le deuxième, on parle d'Ebola. Alors peut-être une question, hein. Comment trouvez-vous finalement toutes ces actions du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, et notamment l'action que mène M. Amos Mbokoso? Je salue également cette action, je les trouve très courageux, mais ce ne sont pas les actions coup de gueule qu'il nous faut présentement. Au finish, vraiment c'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi tout ce qu'il a dit. Vous voyez, au finish, il a émis un sentiment d'AV. Donc, il est impuissant. Ouais. Ce n'est pas ce qu'il faut. Lorsqu'on mène une action, on doit situer l'objectif. On n'a pas besoin de constater. Je vis dans une commune où nous avons les plus grands marchés ouverts après le marché central. Donc, c'est le marché de la liberté. On doit d'abord commencer par auditionner les passés
qu'on sache exactement combien rapportent ces marchés, et ces marchés rapportent combien par jour, par mois, par an, où va cet argent. Vous voyez, ce sont des questions qui intéressent les Congolais. Après, il faut qu'on restitue tout ce qu'on a eu à voler. Parce qu'on se trompe de cible. Aujourd'hui, je suis en train de voir le gouverneur de la ville-province de Kinshasa envoyer la police en train de pourchasser des vendeurs ambulants ou des mamans qui s'installent dans un pays où nous avons un taux, l'un des taux les plus élevés des chômeurs. Il le fait peut-être pour leur sécurité, parce qu'ils longent les chaussées avec tout le risque possible. J'ai croisé la police, vous voyez Mantakumu, oui. C'est à l'intérieur des quartiers. Et j'ai vu les éléments qui ont été envoyés par le gouverneur à ce niveau-là. Vous imaginez les gens qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus, qui se débrouillent. Est-ce que la finalité c'est quoi? C'est de voir tout le monde dans la rue. C'est 12 millions de Congolais. Hein. Vous avez peut-être 100 000 ou 200 000 qui vivent, qui sont dans les mamelles de ce qui, de la corruption et autres. Ouais. Mais les autres. Donc moi je crois qu'il faut poser des actions concrètes qui puissent aboutir à quelque chose. Deuxième point, concernant Ebola. Je suis triste de constater qu'il y a une très grande cacophonie au sujet de cette histoire, alors que les gens sont tentés de mourir. J'encourage ceux qui, les courageux, ceux qui font encore quelque chose, ceux qui peuvent encore faire quelque chose. Moi, je les y encourage parce que on voit quand même qu'il y a des actions qui se développent. Ouais. Mais entre-temps, il y a eu une cacophonie. Le ministre Oli qui avait démissionné, et puis... c'est un capitaine qui a abandonné les navires dans les larges, ouais. C'est regrettable. Mais encore une fois, nous sommes de cœur avec... il y a eu quand même une sorte de progression dans l'éradication de ce virus. Malheureusement, au sud Kivu, on vient de déclarer 2 cas de contagion. C'est ce qu'on souhaite. Finalement, on se pose la question, est-ce un complot, une conspiration contre la RDC? L'Ebola, finalement, c'est... Ça, c'est la question que tout le monde se pose, parce que nous sommes quand même en plein 21e siècle, ouais. Où nous avons vu des grandes pandémies disparaître, ouais. Dans certains pays, même chez nous. Mais on ne peut pas comprendre que Ebola existe depuis plus de 2 décennies aujourd'hui. Ouais, ouais. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. On se pose des questions. Où est la technologie? Aujourd'hui, où est l'OMS? Tout cela, des grandes firmes. Il y a quand même Yembe qui a mis en place un produit qui a aidé quand même à sauver des vies. C'est un brave, je ouais. Le salue, il faut qu'il continue. Donc il faut saluer les bonnes actions, c'est ce qu'il nous faut. Mais ce qui compte, ce que nous voulons tous, c'est que Ebola soit éradiqué complètement de nos territoires. Alors, Monsieur Michel Okongo, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine, mais j'aimerais quand même qu'on parle brièvement de vous et de votre parti. Le siège se situe à quel niveau? Nous sommes en plein centre, je dis en plein cœur des Congolais. Nous sommes à Massina. Le centre est, le siège est sur avenue Tamofu, numéro 9. Oui. Nous ne sommes pas sur le boulevard. Nous avons souhaité être avec et parmi notre population. C'est là où nous sommes. Nous développons beaucoup d'actions. Je vous informe qu'on a une centaine de sites où on donne des cours d'alphabet gratuitement à Kinshasa et à Kikwit. Mais aussi, on vient d'ouvrir une classe dans notre siège où nous recueillons quand même les ratés, ceux qui n'ont pas pu avoir une scolarité. Donc, on pose beaucoup d'actions. J'ai parlé également des séminaires d'éducation civique, parce que vous savez que le peuple en a besoin. Tout cela, c'est pour renforcer la conscience nationale des Congolais. Mais aussi, nous sommes aussi dans le financement des micro-projets. Tout à fait. Parce que vous savez que les petites et moyennes entreprises, ça joue, il faut aider les gens. Et on le fait par nos propres fonds dans la mesure du possible. Est-ce que vous avez le nom de votre bourgmestre actuel? Puisqu'il y a eu permutation de... Ça, c'est encore une catastrophe. Une catastrophe que Gentini, le gouverneur, est tenté de créer. Parce que vous savez, la loi 008/012 du 31 juillet 2008 l'interdit de faire ça. Nous savons que le gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Il peut nommer, il peut relever de leurs fonctions
les ministres provinciaux. Mais permettez ou nommer des bourgmestres, ça c'est la pire provocation. J'ai dit c'est de la provocation. Et je demande au chef de l'État de hausser les tons parce que trop c'est trop. Les pratiques de la Kabylie, encore une fois, on ne veut plus les revivre. Monsieur le gouverneur, vous êtes mon gouverneur, attention, des faits que je vais épingler. Vous êtes en train de malmener votre peuple, je vous l'ai dit. Et là, vous touchez encore un autre point qui est sensible. Les bourgmestres, vous n'allez pas le permettre ni le nommer. Ce n'est pas de votre ressort. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'était votre mot de clôture pour ce magazine. Je rappelle que nous avons reçu M. Michel Okongo, il est président de l'unité de valeur. C'est avec lui que nous avons co-présenté cette édition qui se termine sur une page triste pour dire que l'artiste ivoirien DJ Arafat a rendu l'âme des suites d'un accident de circulation sur sa moto. Voilà, il a cogné finalement un véhicule, ça a produit la mort. Suivons plutôt ce reportage qui clôture ce magazine. La légende ivoirienne de Coupé-Décalé est mort dans un accident de route alors qu'il était sur sa moto. De son vrai nom, Ange Didier Huon, il décède ce lundi 12 août des suites de ses blessures à 8 heures dans un hôpital de la capitale ivoirienne à l'âge de 33 ans. Selon de messages, de photos, DJ Arafat conduisait sa moto alors qu'il a percuté la voiture d'une journaliste de radio de la Côte d'Ivoire. Des vidéos montrent DJ Arafat allongé sur la route. Inconscient, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Deux rumeurs ont circulé depuis lors sur la toile. Que la cause de sa mort serait la consommation d'alcool et de stupéfiants, refutée par Yves JJ, le chargé de communication du chanteur. L'Afrique vient ainsi de perdre l'un de ses fiertés musicales, originaire du quartier de Yapoukan à Abidjan, où il est né en 1986. DJ Arafat était également très connu dans le monde du football. Il avait d'ailleurs écrit un titre à la gloire de son ami personnel, Didier Drogba. Voilà, c'est avec cette page triste que nous mettons un terme à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Sûrement qu'on pourra se retrouver le dimanche prochain avec un autre invité. Si vous voulez participer, contactez Canal King Télévision, service de rédaction. Bonsoir et bonne suite des programmes sur Canal King Télévision.